Salut! Nouvel épisode de mon podcast. Je veux commencer aujourd'hui en vous parlant de ma nouvelle race de personnes favorites. Ce sont les gens sur Facebook et sur Instagram qui montrent leur coup de soleil. C'est des gens qui montrent leur coup de soleil puis ils pensent qu'on sait pas que c'est c'est juste une excuse pour montrer leur corps. On le sait, gang, pourquoi vous montrez vos coups de soleil. C'est que ça fait 3 semaines que vous faites des push-ups. Vous avez vu un entraînement sur YouTube, vous le suivez à la lettre, vous avez une nouvelle diète, puis là vous réalisez qu'à cause du confinement, vous pouvez montrer votre corps à personne, puis ça vous fait de la peine. Et vous êtes obligé d'aller sur les réseaux sociaux, montrer vos corps de manière bizarre. Faites comme, hey, vous, mon nouveau coup de soleil ici sur le tonton, hein, mon beau coup de soleil ici. Ouais, un coup de soleil ici, un coup de soleil, hein, mon mec, j'ai mis de la crème, pis mon mec, c'est ça! Vous êtes mes nouvelles personnes favorites. Vous rendez le confinement beaucoup plus agréable. Sinon, deuxième truc que j'ai envie de parler. Moi, pendant le confinement, ce que je fais, c'est que j'écoute plein de films. Et des films que j'écoute, c'est des films de zombies. Un truc que j'ai observé dans les films de zombies, c'est que je réagirais comme personne dans les films de zombies. Dans les films de zombies, c'est pas mal toujours la même affaire. Il y a un virus ou il y a un truc surnaturel, il y a plein de zombies. Et il y a un petit groupe de personnes qui luttent contre les zombies, qui les tuent, qui résistent, qui font une espèce de guerre, de guérilla. Et moi, je ferais pas ça. Moi, s'il y avait une attaque de zombies, je me laisserais faire. Je serais juste mordez-moi. Je voudrais devenir un zombie. Il me semble, c'est tellement anxiogène, rester humain, puis tout le temps être sur le qui-vive, puis mal manger, puis pas dormir, puis être sénère, puis se battre, puis avoir du sang, puis crier après les autres, comme non, t'as pas fait ça, non! Ou tuer ta tante parce qu'elle est devenue un zombie. C'est trop confrontant. Moi, s'il y a une attaque de zombies, je vous le dis, j'abandonne. J'abandonne, puis je deviens un zombie, qui est une vie, selon moi, beaucoup plus agréable. Tu marches, t'es en gang, il n'y a pas de race. C'est ça qui est génial des zombies, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de guerre, gars, filles, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de nation. Non, c'est juste un groupe comme ça qui marche, qui se colle un peu et qui mange des cerveaux. Et je suis convaincu qu'un cerveau, c'est délicieux. Voilà, c'est comme ça que je commence mon podcast. Cette semaine, je reçois un humoriste que j'adore, Sam Boisvert. C'est un humoriste et une personne très, très, très délicate, très douce, très empathique, ce qui est très rare dans notre milieu. C'est pas vrai ce que je viens de dire. Non, c'est vrai. Je le pense, mais je veux pas que ça le sache que je le pense. Mais c'est vrai, Sam Boisvert, c'est une personne douce et respectueuse. Puis je trouve ça génial parce qu'il a quoi, 21, 22 ans, puis il est plus mature que moi à 31 ans. Il est plus mature que moi à 22 ans, parce que moi, à son âge, tout ce que je faisais, c'était boire beaucoup d'alcool et gâcher mes relations de travail. C'est tout ce que je faisais. C'est ça, mes 22 ans. Boire beaucoup d'alcool, gâcher mes relations de travail, puis crier après le monde. C'était ça, mes journées. Des fois, j'écrivais. De l'humour, mais la majorité du temps, j'étais en état d'ébriété, en train de crier après des gens j'avais peur qu'ils me rejettent. Alors je me suis dit, je vais les rejeter tout d'abord. Comme ça, si on n'est plus amis, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, c'est pas ma faute. Ils m'ont pas rejeté, c'est à cause de moi. Fait que, tout va bien. Je suis seul. Voilà. Alors, oui, juste avant, tous ceux qui contribuent au Patreon, je vous aime tellement. Je vous le dis, si vous faites un crime, m'allez témoigner en cours pour vous. Me mentir devant un juge. Me mentir devant un gars qui porte une robe. Je veux dire, non, monsieur le juge, Sandra a pas tué son chum. Non, elle était avec moi. On joue au volleyball. C'est pas vrai. Je vais le faire. Il y a tous ceux qui contribuent pas au Patreon. S'il vous plaît, contribuez au Patreon. Ça me rend super heureux. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Je vous aime. Bon podcast avec Sam Boisvert. Sam Boisvert, comment vas-tu? Ben, ça va bien, toi, Tom? Comment ça va? Ça va extrêmement bien. Cool. Je joue au basketball. Mais t'es quand même bon au basket, c'est ça l'affaire, toi. C'est que je pense pas que non, mais moi, je trouve que t'as une belle forme de lancer, comme tu lances. T'es beau quand tu lances au basket, parce que je t'ai vu lancer, je t'ai pas vu jouer, je t'ai juste vu lancer. Je suis beau pour les Blancs qui n'ont pas joué. Mais quand tu connais un peu ce qu'il faut faire, ça marche pas. Moi, j'ai un beau lancer qu'au cinéma, tu fais qui a déjà joué, mais oui. Non. Mais c'est déjà ça, au moins. C'est mieux que
beaucoup de monde, tu sais, man. C'est correct. Puis c'est une bonne affaire que tu joues au basket. C'est où que tu joues? Je peux pas le dire parce que je suis pas supposé. T'es pas supposé jouer en ce moment. Je joue à des je joue à des endroits pas corrects, à des heures où il n'y a pas de police. Puis je veux pas me faire arrêter. Ben, je comprends, même. Mais en même temps, je pense que c'est. Moi, j'ai rien contre ça. Fait que avec moi, c'est correct. Autour de moi, il y a toujours 10 mètres. Fait que je peux rendre malade personne. C'est une bonne affaire. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est Toi, parfait. comment tu vis la pandémie? C'est quoi ta réalité? Ben, moi, ça va. Écoute, j'écris, mon petit podcast une fois par semaine. Puis je joue de la guitare aussi, je fais du sport. C'est ça, ouais, vraiment. Là, j'essaie de rester quand même productif malgré tout parce que c'est dur d'écrire, mettons, du stand-up, entre guillemets, parce que aussi ce qui arrive avec le stand-up, c'est que t'es pas vraiment obligé de l'écrire. Il y a beaucoup de gens que je connais, mettons des humoristes comme François Bouliane, Simon Gouache, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'ils écrivent pas nécessairement sur papier, tu sais. Fait qu'ils ont vraiment besoin de cette communication-là avec le monde, tu sais. Moi, ça va, je peux écrire tout ça chez nous, puis c'est ça que je trouve qui est, mettons, ça, je trouve ça tough quand même. Je trouve ça tough, l'espèce de faire face à juste... C'est moi qui me juge constamment, puis qui dois toujours essayer de voir si ça fait du sens, mais en même temps, je trouve que c'est le fun d'être seul avec soi-même, puis d'avoir un peu de temps pour vraiment aller au fond de sa pensée, puis de vraiment faire, OK, ça, c'est ce que moi, je pense, sans aucun filtre, sans aucun... Okay, tu veux pas plaire aux autres, sans dire Ouais. je peux dire ça, sinon on va dire que je suis stupide ou méchant ou égocentré. Ouais, au moins, ma peur, c'est souvent de pas être intéressant, puis de pas être pertinent, puis de pas être... Tu sais, je suis conscient que ce que je fais, c'est pas... Tu sais, je pense être correct en humour, là. Je pense être un pas pire humoriste, ça va, là, mais je commence, tu sais, mais je pense que je me mets une grosse pression d'être vraiment drôle rapidement, tu sais, d'arriver sur scène, d'être comme moi, je veux vraiment que ça soit drôle. Je veux vraiment, vraiment, vraiment que ça soit drôle parce que c'est pour ça que je suis ici, tu sais. C'est ton métier. C'est mon métier, man. Si t'étais, mettons, professeur, c'est un peu bizarre, là. Calmer tes nerfs. En tant qu'humoriste, c'est ça, c'est d'être drôle, mais en même temps, c'est que... C'est pas drôle, il y a des affaires de gens en disant, c'est pas parce que tu montes sur scène qu'il faut que tu sois drôle, des fois tu peux juste parler, puis ils sont pas super drôles, ni aussi intelligents qu'ils pensent. Ouais, c'est ça. Au final, il faut que tu sois quelque chose. Tu sais. Puis moi, tout ce que je sais être dans ma vie, c'est d'être drôle. C'est quelque chose que j'ai toujours été capable de comme faire. OK, moi, je suis capable de faire une joke. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a cette pression-là quand tu fais des shows de faire je vais être drôle super rapidement. Puis mettons là, quand j'ai des réflexions ou que je suis chez nous puis que j'écris un peu, j'ai moins cette pression-là parce que j'ai pas le sentiment de ce soir, je m'en vais jouer au jockey, mettons, ou dans un bar, ou peu importe. Puis il faut que je sois drôle tout de suite. Tu sais, je me laisse plus le temps d'aller loin, d'aller plus loin un peu, tu sais, puis de réfléchir plus peut-être, puis de pousser les affaires un peu plus loin. Fait que je pense que pour ça, c'est positif, mais en même temps, c'est sûr que ça me manque beaucoup, tu sais, comme n'importe qui, comme tout le monde. Tu sais. Fait que c'est sûr que en plus, je sais pas comment tu le vis, je vais pas tourner le couteau dans la plaie, mais tu avais le vent dans les voiles. Tu avais fait un gala, tu fais la première partie de Catherine Levac, tu jouais sporadiquement au bordel, dans les soirées du monde, tu fallait où tu voulais. Ouais, puis je commençais à faire mon show solo aussi, tu sais, il était booké au Lion d'Or, puis au Petit Champlain, c'était comme ça s'en venait juste, je pense que 3 jours avant que tout arrête, c'était 3 jours, en fait, c'est ça, mon show était 3 jours après l'espèce de moment où tout a arrêté, tu sais. Mais, tu sais, je trouve que le vent dans les voies, c'est quand même très élogieux parce que, tu sais, c'est vraiment fin, mais je pense que moi, je sentais que j'avais le vent dans les voiles plus au niveau artistique. C'est plus comme, je sentais que tranquillement, je commençais à trouver ma couleur sur scène, à être plus clair, à être meilleur sur scène aussi. Fait que c'est plus venu freiner ça, puis c'est ça qui m'a fait de la peine, tu sais, mais après ça, quand tu relativises, tu fais comme, ben c'est sûr que c'est vraiment triste que moi, Sam Boisvert, l'humoriste de 22 ans, je ne sois pas capable de m'émanciper dans ma discipline artistique. C'est vraiment... artistique, c'est ton gagne-pain? C'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Mais c'est sûr que c'est rough, mais en même temps, quand tu regardes la situation,
global, je pense que ça serait facile de m'apitoyer sur mon sort. Puis là, je pense que c'est plus sain artistiquement, justement, de faire OK, mais comment je peux m'adapter, moi, pendant ce moment-là? Qu'est-ce que je peux faire pour rester sharp, puis rester comme dans cette espèce de momentum-là que j'avais, l'espèce de sentiment de. Je sentais que je grandissais, je sentais que je maturais. Fait que je sentais que ça évoluait, tout ça. C'est Puis, extrêmement mature pour un homme de 22 ans. Moi, à ton ouais, âge, man, merci. je buvais beaucoup. Puis je me demandais pourquoi les femmes ne voulaient pas coucher avec un gars en constant état d'ébriété. Un peu incel. J'étais vraiment confus de tout ça. J'étais comment ça, les filles? Ils veulent pas coucher avec un gars qui crie puis qui a de l'alcool, une haleine d'alcool. Oui, pourquoi? Pourquoi les filles veulent pas de ça? Moi, je comprends. Moi, j'aurais pas compris non plus. Je veux dire, c'est tellement charmant. Je suis vraiment surpris de ta maturité. Wow! Moi, j'avais pas ça, moi, 22 ans. Mais c'est beaucoup une carapace aussi. Là. C'est fin, merci de me dire ça, là, mais je pense que à quelque part, on l'a tous, une genre de carapace. Là, puis moi, ma carapace, c'est de Moi, faire j'aurais comme intérêt à avoir une plus grosse carapace. C'est ça mon. S'il y avait une carapace, ça serait mieux. Je pense que tu as une grosse carapace quand même. Je pense que on a l'impression que tu es très carte sur table, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Puis t'es beaucoup plus profond qu'on pense, Tom, j'ai l'impression. C'est ça ma profondeur. C'est que j'en ai pas. Il n'y a rien. C'est ça ma profondeur. Ma profondeur, c'est que tout est à l'avant. Je pense que c'est. Son nom, mais. Ah oui! C'est Wilde. Oscar Wilde, je pense qu'il disait que le plus intéressant, c'est à la surface. Et moi, j'essaie de mettre le plus de choses à la surface possible. Mais c'est bien, ça. C'est une bonne. J'avais jamais pensé à ça comme ça. C'est bien, ça. Mais puis en même temps, je pense que c'est une belle preuve aussi de confiance. Là. C'est quand même rassurant d'être en présence de quelqu'un qui est comme moi. Là. Je m'en sac. Je vais juste te dire tout ce que je pense pour vrai. Fait que tu vas le savoir, tu vas avoir l'heure juste avec moi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pas toujours, agréable. mais c'est rare que je dis au monde « Hey, voici qu'est-ce que j'aime pas chez toi. » À moins que ce soit des gens que j'aime pas. Là, je leur dis qu'est-ce que j'aime pas chez eux autres. Oui, non, mais je parle plus dans le sens que, mettons que tu as faim, tu vas le dire. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que quand t'avoir comme ami, ça doit être agréable. Tu vois ce que je veux dire? J'ai faim! Oui, non, mais c'est parfait. C'est juste qu'il y a du monde. J'ai l'impression qu'il y a des gens comme moi, par exemple, que moi, c'est. Tu sais, mettons que j'étais dans un groupe d'amis ou que je suis dans une situation, un contexte social quelconque, puis que j'ai genre un. Ouais, j'aimerais ça avoir un verre d'eau. Mettons que je suis chez des amis, j'aimerais ça avoir un verre d'eau. C'est super compliqué pour moi de le demander. C'est vraiment comme, je veux pas déranger. Puis je pense que le fait que je sois mal à l'aise, ça rend les autres mal à l'aise des fois aussi. Tu sais, mettons que tu te retiens beaucoup, que tu gardes beaucoup des choses en dedans, ça peut rendre les autres mal à l'aise. Puis ça, c'est quelque chose dans ma vie que j'essaie de travailler. J'essaie de moins me retenir, tu sais, parce que je pense qu'au final, ça peut être nocif aussi de Je te toujours... jure que moi qui donne mon opinion sur Al-Qaïda dans un souper de famille, ça rend bien plus mal à l'aise que toi qui veux un verre d'eau. Mais bref. Allons au fond de tout ça. Peut-être. Ouais, pour vrai. Moi, souvent, les gens ils me disent donc, garde-en dedans, Thomas. C'est pas besoin d'exprimer des choses que tu as réfléchi tout seul. Peut-être. Peut-être tu as raison, je sais pas. Mais, allons, on va essayer de comprendre d'où ça vient, cette gêne-là. Tu viens d'où? Ben moi, je viens de Québec, Tom. Québec, c'est gigantesque. Tu viens d'où, au juste? C'est la banlieue. Je viens de Sainte-Foy, moi. Hein? Comme François Letourneau. Comme François Letourneau, oui, exactement. En fait, la série, c'est comme ça que je t'aime. Il y a une scène, je l'ai écoutée au complet, très bonne série d'ailleurs. C'est malade, cette série-là. Dans cette série-là, il y a beaucoup de lieux que je reconnais. Mettons, il y a un moment où c'est tourné dans le parking de l'Arena, puis moi, c'est l'Arena à laquelle j'ai joué toute ma vie. Fait que, c'est très spécial. Fait que, puis même que le rappeur Ken Lo, dans La Claire Ensemble, ouais. il a sorti un album qui s'appelle Sainte-Foy. Puis c'est fucking drôle. Il y a beaucoup de référents comme d'où je viens. Fait que c'est particulier parce que c'est pas un... c'est pas Bed-Stuy à New York. Non, exactement. Dans ça, c'est juste Sainte-Foy. Là. Sainte-Foy, il y a genre Place Laurier, puis that's it. Il n'y a rien à faire à Sainte-Foy, man. C'est un shopping mall, là, dans le sens que c'est une banlieue puis un centre commercial. Qu'est-ce que tu faisais dans ta jeunesse, mettons, entre 12 et 16 ans pour passer le temps? C'est quoi? Je joue au hockey constamment. J'étais vraiment dans le hockey. Fait que, ma vie, c'était faire du hockey, jouer au hockey.
Est-ce que l'amour du hockey, c'est venu par toi-même ou c'est ton père qui a fait ça, c'est des patins, ça, c'est un bâton. Ça, c'est comme ça, on s'ennuie pas la fin de semaine. C'est vraiment pas mon père, en fait, voulait que je joue au tennis beaucoup au départ. Ce qui est fascinant d'ailleurs de ma courte carrière de tennis, mettons, je joue encore au tennis en ce moment, là, mais c'est que quand j'étais tout petit, mon père, son coach de tennis, c'était le père de Félix Auger-Aliassime, qui est un joueur de tennis canadien qui Il est coté, il est dans les 25 meilleurs ou il est malade, ce gars-là. C'est sûr 50 meilleurs. C'est un hostie de bon joueur de tennis, mettons. Là. Et lui, à chaque tournoi du Grand Chelem, il est là, man. Il fait ses petites affaires. Hein. C'est un athlète incroyable. C'est un bon joueur de tennis aussi. Puis bref, Félix Auger-Aliassime, à un moment donné, j'allais au cours à mon père, puis il était là, mais il était plus petit que moi. Il est un petit peu plus jeune. Je pense qu'il a peut-être 18, 19. Fait qu'on a peut-être 4 ans de différence, 4-5 ans de différence, peut-être. Fait que je me souviens, il était là, il était tout petit. Fait que c'est là que mon intérêt pour le tennis avait commencé. Puis je me souviens, je pense qu'à un certain point, on avait joué avec des grosses raquettes ensemble, puis des grosses balles. Mais tu sais, quand tu as comme 5-6 ans, tu peux pas vraiment jouer au tennis, mais tu sais, lui, c'était déjà un petit gars qui était très athlétique. Là, fait que, mais je pense qu'il va se souvenir de ça. Il était vraiment trop petit, j'étais plus vieux que lui à l'époque. Mais bref, le hockey, c'est venu par après parce que tous mes amis jouaient, fait que j'ai lâché le tennis, puis j'ai fait jouer. Il faut pas oublier, le tennis, c'est un drôle de sport parce que c'est un sport de solitaire, c'est un sport de moine. Ouais. Pour Oui, être bon vraiment. tennis, il faut que tu acceptes que tu passes 2 heures minimum par jour à frapper des balles tout seul. Puis ça fait des êtres humains bizarres. Ça fait des êtres humains bizarres, mais je pense que j'aurais préféré jouer au tennis qu'au hockey avec le recul. C'est très proche de faire de l'humour pour moi. Je trouve qu'un des sports qui est très proche de faire de l'humour, par exemple, c'est le skate, le skateboard. C'est vraiment, tu tombes, tu l'essayes, tu tombes tout le temps, puis tu essayes. Puis à un moment donné, ça finit par marcher. Tu sais pas pourquoi, mais parce que tu le fais, puis ton corps, ton cerveau finit par... J'ai l'impression que le stand-up, c'est beaucoup ça. À mon humble avis, tu es devenu un bon humoriste, entre autres, à cause des chambres de hockey. Ouais, ça, c'est le contexte vraiment social que ça apporte aussi. Ça, c'est vraiment développer un skill. Ouais. Tu étais une éponge de plein de choses, de plein de comportements humains. Il y a toujours un dominant, un dominé. C'est fascinant, ouais. C'est vraiment fascinant, le champ de hockey. Ouais. C'est comment pour toi, un homme plutôt réservé, qui ne veut pas déplaire, artistique, doux, être dans une chambre de hockey où tous ces adjectifs-là ne sont pas présents? J'avais pas d'amis vraiment au secondaire. Ça allait bien mes affaires, mais moi, j'étais dans le sport-études. Fait que j'étais à tous les jours jouer au hockey, j'avais des entraînements. Fait que vraiment, tous les jours jouer au hockey. Fait que j'étais constamment avec cette gang de gars-là, qui n'étaient pas des mauvais gars nécessairement, mais... C'est pas de la même race, disons. Non, tu sais, puis je pense que c'est pas nécessairement de leur faute. Je pense que quand tu es un enfant, puis qu'à tous les jours... Puis il y a une baleine, ils vont pas s'entendre, mais c'est pas de la faute de la personne. Non, c'est ça. Puis aussi, le contexte, c'est un contexte particulier quand même, le hockey aussi, parce que c'est un sport très violent. Puis quand à chaque jour, tu fais une commotion cérébrale, là, ça peut... tu comprends? Ça peut finir par te fucker un peu. Fait que je pense que il y a beaucoup de jeunes qui sont très agressifs à cause que c'est niaiseux, mais tu sais, des parents qui donnent de l'argent à leur enfant parce qu'après la game, il a frappé tel joueur ou des coachs qui vraiment encouragent la violence ou le contact. Là, c'est vraiment ça. Puis ça fait partie du jeu aussi. C'est ça qu'il faut dire, dans le sens que le hockey, c'est un sport de contact. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui sont dans le finir les mises en échec. Va vraiment plaquer ton joueur, va le frapper. Puis ça, c'est à la longue, ça peut devenir super nocif. Moi, je me souviens, quand j'avais 17 ans, je faisais des blackouts de colère. Genre, quand j'étais en midget, ma dernière année de hockey que j'ai joué, après ça, j'ai arrêté parce que je sentais que ça me nuisait puis j'aimais pas. C'est ça, j'aimais pas la personne que je devenais, parce que je gardais tout ça en dedans, puis là, mettons, ça à glace, ça m'a emmené, je recevais un slashing, puis là, je virais fou, puis je pognais le gars, puis je me mettais à le frapper, puis j'étais comme, non, je suis vraiment pas cette personne-là, puis tu sais, je dis ça, mais c'est pas arrivé 800 fois, c'est arrivé genre 1 ou 2 fois, tu sais, puis tu te sens tellement mal après parce que c'est vraiment pas correct de faire ça, c'est vraiment pas fin, puis ça reste un sport, ça reste un jeu, on est des enfants. C'est tellement
c'est tellement d'émotions pour un petit gars Dans de la 17 rue, ans. tu arrêté. Si tu fais ce que tu. Il y a beaucoup d'actions Ouais. au hockey. Ça n'a pas de sens. Donc, le code de loi, Ouais. C'est le criminel. code de loi, tu ne peux pas faire ça. C'est Tu ça. ne peux pas frapper quelqu'un dans la rue dans son dos. Non, man, c'est ça, c'est criminel, tu sais, puis c'est encouragé, bizarrement. C'est Fait même que- une manière de gagner. exactement, c'est ça, c'est comme un... Fait que c'est pour ça que j'ai comme C'est un vraiment... impératif c'est un impératif au sport. Oui, ça fait partie du sport, en fait, c'est ça, tu sais, puis même les jeunes regardent les... Tu sais, là, on les voit pas en ce moment, les pros jouer, mais quand tu regardes des pros jouer, les bagarres sont encore permises, tu sais, Frapper c'est... le meilleur joueur. Ouais, Sidney Crosby, il a perdu 1 an parce qu'il s'est fait tellement donner des coups sur la tête qu'il ouais, a pris 1 an de repos. Là. C'est quand même fou. exact. C'est quand même fucked up, man. LeBron James, je pense que quand il joue pas, c'est parce qu'il est fatigué. C'est la différence entre le basketball Oui. et le hockey. C'est ça. Le hockey, je pense que ça change, tu sais, tranquillement, pas vite. Je trouve que le hockey, tu sais, moi, j'adore le sport du hockey. Tu sais, j'aime le hockey, j'aime ça, jouer au hockey. Mais regarder le hockey, c'est moins mon affaire. Tu sais, j'aime pas le regarder à la télé nécessairement. J'aime ça aller voir un match. Ça peut être j'adore ça. Mais, tu sais, là, on parle de hockey. J'aime analyser le hockey puis tout ce qu'il y a autour. Puis, mettons, l'impact que ça a sur les gens. Mais mettons, David Bocage, qui est un de tes amis aussi, là, qui parle tout le temps de hockey, qui est un... Puis il aime tous les aspects du hockey. Il aime tout vraiment du hockey, puis je respecte ça à 100%. C'est juste que moi, j'ai pas ça. Tu sais, j'ai pas ce... comment de but Timo Silani a fait en 2006? Je sais que encore, vraiment, je m'en sac vraiment de comment de but Timo Silani. C'est l'affaire la moins importante dans la vie, c'est combien de buts Timo Silani a fait en 2006. Tout ce qui existe sur la Terre est plus important que ça. Fait que ça tu sais, j'ai pas l'intérêt. Je pense que le hockey. La couleur préférée de Timo Silani te coûte le plus. Il aime beaucoup le vert, mais c'est bon à savoir! Mais oui, c'est bon à savoir, mais c'est Timo, tu sais, il fait ses petites affaires lui aussi. Mais regarde, ça pour dire que le hockey, je pense que c'était dans ma vie parce que c'était un peu aussi un moyen de survie, tu sais, quand t'es jeune. Puis que t'es un petit peu timide comme moi, puis que t'as pas... tu sais, moi, j'aimais beaucoup l'humour déjà quand j'étais adolescent. J'aime ça depuis que j'ai 7 ans que j'écoutais des shows d'humour. Je savais que je voulais faire ça. J'étais un petit peu gêné d'en parler parce que justement, j'étais dans un milieu très masculin, puis très... En plus, quand t'es tout petit, puis j'aime l'humour, ils vont te dire « Ouais, conte-moi une joke. » Tu fais pas rendu là dans le processus. Tu rendu à triper, tu sais. Puis les gens me trouvaient drôle parce que les gens me trouvaient bizarre, je pense, que j'étais un adolescent bizarre. Puis je pense que le monde me trouvait drôle à cause de ça, pas nécessairement parce qu'ils comprenaient mon sens. C'était bizarre, selon toi? J'étais vraiment bizarre, genre je disais des affaires bizarres, j'essayais de tout... Non, mais comme j'étais bizarre, j'étais vraiment comme constamment en retrait. J'observais toujours les autres, fait que j'étais jamais impliqué dans rien. Mettons qu'il y avait un party, on m'invitait parce que j'existais. Dans le sens que... Au secondaire, il y a des gens, c'est pas notre ami, mais c'est le gars. Si t'es gentil et tu voles pas, t'es le bienvenu des parties. T'es correct, puis surtout quand t'es dans l'équipe de hockey, c'est ça qui arrive. C'est que moi, c'est ça qui m'a sauvé. Je pense que quand t'es chanceux comme moi et que t'as des parents qui sont riches, qui peuvent te payer du sport-études, c'est vraiment plus facile parce qu'on te met dans une gang, dans le sens que t'arrives dans une gang, puis tout est déjà préétabli. Fait que si t'es dans l'équipe de hockey, peut-être que tu vas te faire écœuré par tout le monde, mais on va t'inviter au party pareil parce que tu es dans l'équipe puis tu joues sur le power play, fait que t'es important. Ça. En guillemets, t'es important. Non, je vois. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que, tout ça pour dire que j'étais bizarre parce que j'arrivais au party, mettons, puis je parlais pas à personne, je faisais juste regarder le monde, puis j'analysais parce que ça me fascinait. J'étais fasciné par les autres. Puis en ce moment, une des choses qui me manque le plus en ce moment avec le confinement, c'est d'observer les gens vivre. Je parlais avec une amie hier, puis j'étais comme, c'est ça, je veux vraiment... Ce qui me manque, c'est vraiment d'aller dans un café et de regarder le monde parler. C'est ça qui me manque parce que c'est ça que je fais au final. C'est que je regarde ce que les autres font, puis là, je prends tout ça, puis je fais « Oh, wow, pourquoi le monde sont de même? » Puis là, je note ça, puis tu sais, c'est la fameuse quote de George Carlin où est-ce que le monde est un genre de cirque, puis les humoristes, on est ceux qui sont assez chanceux pour avoir un crayon pour un papier, tu sais. Tu comprends? Je pense que c'est George Carlin qui a dit ça, si je me trompe pas. C'est cool, wow! C'est cool, tu comprends? C'est ça que j'aimais, tu sais, puis c'est ça qui
qui me gardait un peu justement dans le hockey parce que j'étais fasciné par ce monde-là. Puis c'est pas juste du mauvais monde. J'ai des gens avec qui je m'entendais bien au secondaire, mais c'est pas resté mes amis. J'avais pas vraiment d'amitié sincère. Mes premières amitiés, je les ai vraiment eues quand je suis rentré à l'école de l'humour après, puis j'ai rencontré des humoristes. Et j'ai fait là, je me sens compris enfin. Je pense que j'étais peut-être pas si bizarre, plus que je me comprenais pas moi-même, puis les autres autour de moi me comprenaient. J'étais pas à ma place, c'est juste que j'étais pas à ma place, c'est tout. Je vais critiquer Québec, mais fois, c'est peut-être pas l'endroit si tu as la chose artistique. Pas nécessairement. Ouais, je pense que tu as raison, mais je pense que Québec change aussi beaucoup en ce moment parce que il y a beaucoup de. Québec change parce qu'on les critique. Ouais, les critiques, ouais. Puis je pense qu'il y a. Puis non, mais c'est parce que aussi, je pense qu'il y a mettons, moi, mon petit frère, qui est un garçon extrêmement brillant, un jeune homme très brillant, il va étudier en biologie à l'Université Laval, tu sais, puis je connais un peu ses amis, c'est des petits gars qui font de l'impro, puis qui jouent au hockey. Tu comprends? Fait que c'est comme, je pense que ça commence tranquillement pas vite à la jeunesse de Québec, du moins, les jeunes. Puis moi, mettons, mes parents viennent de Québec, c'est des gens extrêmement gentils. C'est pas des. Tu comprends? Il n'y a pas de. Je comprends qu'il y a un genre de stéréotype qu'on a envers Québec aussi. Là, Le stéréotype envers Québec, c'est que c'est pas la capitale culturelle, que c'est extrêmement difficile de faire de l'art à Québec. Oui, c'est ça, le gros. C'est possible. Le nombre d'humoristes de Québec, quand je vais faire des autres trucs, quand je vais là-bas, puis ils m'expliquent qu'est-ce que je devrais. As-tu des trucs? Je fais, tu prends un New World, puis tu vas vivre dans la capitale culturelle. Il n'y a pas d'autre. Non, mais moi, je vais faire comme P.A. Méthode. Tu peux faire comme P.A. Méthode. Tu peux faire comme tous les autres personnes. Oui. C'est ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes artistes de Québec qui sont super bons. C'est ça qui arrive. Pas juste en humour. Genre Hubert Lenoir, les louanges. Moi, si je veux devenir fonctionnaire, il faut que j'aille à Québec ou à Gatineau. Ouais, c'est ça. Tu veux faire de l'art, c'est plus facile à Montréal. C'est vraiment plus facile à Montréal. Mais malheureusement, je pense que c'est un peu un symptôme aussi du fait que tout le monde de Québec s'en vient à Montréal, tu sais. Parce que, comme tu dis, c'est la capitale culturelle. Ce que j'aimerais voir éventuellement dans ma vie, ce que je trouverais beau, ce serait que Québec devienne plus artistique, mais pas juste avec le festival d'été, puis genre un show c'est plein de temps en temps. Puis, la vie, ça serait cool. Le remède pour ça, c'est un TGV entre Montréal et Québec. Ça serait tellement une bonne affaire. José Hood est capable de jouer à Québec et dormir à Montréal dans la même soirée. Là, tout est changé. La différence, c'est que bien des. Moi, je connais bien les humoristes qui font. Tu sais, le bordel, c'est des gars qui se disent moi, je veux jouer le plus souvent possible sans prendre ma voiture. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est que c'est. Puis, je trouve que le Québec, c'est tellement une belle ville aussi. Tu sais, c'est super beau. Ce qui est fou de Québec, c'est ça clenche Montréal. C'est plus fun être à Québec qu'à Montréal. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Mais à Montréal, c'est tellement plus le fun d'être là-bas qu'ici. Au centre-ville, c'est super beau, tu sais, le petit Champlain, ces coins-là, c'est malade. Nous, c'est un quartier hallucinant. Ça n'a pas de sens. C'est fou. C'est tellement beau. Je pense qu'il y a juste... Québec, comment je le vois, c'est que c'est pas une ville. Québec, c'est 8 banlieues. C'est Beauport, c'est Charlebourg. C'est vraiment ça, c'est un regroupement de banlieues. Los Angeles, qui est peut-être... Los Angeles, c'est la même chose. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, man. C'est vraiment un regroupement de banlieues. Fait que ça fait que les gens sont très distancés. C'est fucking gros, Québec. C'est pas l'automobile à Québec, c'est long pour vrai. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que comme tu dis, un TG, c'est ça aussi, c'est que le transport en commun n'est pas très développé. Fait que je pense que tranquillement, pas vite, si les gens de cette ville-là se mettent à... Je sais pas à quel point les gens veulent que ça change aussi à Québec. Je pense que le monde aime ça comme ça. Une espèce de grosse banlieue de 800 000 personnes. Je pense que, tu sais, il y a un... Je sais pas si tu connais Harry Nilsson, c'est un musicien, ça fait longtemps, je pense qu'il fait, je sais pas s'il est mort, mais en tout cas, j'ai écouté un de ses albums récemment, mais en tout cas, il y a une tune il y a une ligne super simple dans cette chanson-là que j'aime vraiment beaucoup, puis il fait juste répéter la même phrase sur la musique où est-ce qu'il dit This is the town, those are the people. That's the way they wanted it. That's the way it's going to stay. T'sais, dans le sens que comme ça, c'est la ville. Ça, c'est le monde qui habite là. C'est comme ça qu'ils veulent
qui veulent que ça soit, puis c'est le même que ça va rester. Je trouve que ça donne un espèce de... Moi, ça m'enlève beaucoup d'angoisse, puis dans ma vie en général, de regarder le monde de cette manière-là, puis de faire comme, regarde, c'est le même que le monde est. Tu sais, les gens à Québec sont le même. Oui, ils sont pas parfaits, mais eux, ils vivent de même. C'est ça leur vie. Tu sais. Au 21e siècle, si tu n'aimes pas quelque chose, c'est parce que tu peux aller à Montréal. Si tu n'aimes pas ça vivre dans une grosse banlieue, tu peux te déplacer. Alors, si tu es là, c'est que tu apprécies. C'est ça, exactement. Fait que je me dis, au final, tu sais, si les gens veulent qu'il y ait un changement à Québec, il va en avoir un, puis sinon, ça va juste rester cette ville-là, ça va juste rester le même. Mais je pense que vraiment, tu sais, les gens de Québec sont vraiment fins. C'est du bon monde. Je trouve que ça, c'est un... revenir sur le truc culturel. C'est vraiment faux ce que je viens de dire, parce que le théâtre de Québec est vraiment, vraiment, vraiment puissant et en santé. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a... Puis aussi, ce qui arrive, c'est que... Les créations théâtrales de Québec sont vraiment... sont bonnes. Puis même au niveau de la musique, Hubert Lenoir, les louanges, ils viennent de Québec. C'est des gars de Québec qui sont... Puis les louanges, c'est drôle parce qu'il fait beaucoup de musique de banlieue. Il fait de la musique, c'est quoi? Vivre en banlieue, boire des filles, fumer des joints, c'est très... Tu sais, fait que c'est des gars super talentueux. Il y a plein d'autres artistes super talentueux qui viennent de Québec. Les boys d'À la Claire, ils viennent à la Claire ensemble, ça vient de Québec. Tu sais, fait que je trouve qu'il y a vraiment... Les gens de Québec sont fins. Tu sais, il y a beaucoup de stéréotypes de les gens sont racistes. Il y a beaucoup de racistes à Québec. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup dans le monde en général. Puis c'est une mauvaise chose, mais les gens normaux de Québec sont super fins. Puis je pense que c'est entre les mains de ces gens-là de faire comme même. Nous autres, est-ce qu'on veut que notre ville, ça devienne quelque chose de peut-être plus urbain? Tu sais, est-ce qu'on veut vraiment faire une ville ou est-ce qu'on veut vraiment que ça reste plus vite banlieue? Tu sais, je pense que là, ils sont un peu entre les deux en ce moment. Tu sais, parce que là, ils parlaient de faire un genre de tramway, tu sais, à un certain point. Puis là, ça comme, je sais pas trop ce qui se passe avec ça. Là, il y a l'affaire du troisième lien qui veulent faire un pont. Tu sais, fait que là, c'est comme, ils savent pas sur quel pied danser. Ils sont comme, est-ce qu'on est une grosse banlieue? Est-ce qu'on est une grosse ville? Ou est-ce qu'on est une ville? Tu sais, il y a comme, il faut choisir quand même à un certain point. S'ils pouvaient prendre tous les matériaux du centre Vidéotron pour faire un train entre Montréal et Québec, ça serait super. Oh gars, ça serait tellement drôle qu'ils détruisent le centre Vidéotron puis qu'ils prennent les trucs. Ouais, est-ce qu'on va faire un train avec ça? Metallica, ils vont trouver une autre place pour jouer. Ils ont fait un gros amphithéâtre pour Metallica aux 4 ans. Quand même. Hey, c'est super drôle ça. Un truc que j'admire de Québec, c'est que, maintenant j'écoutais ça, il disait qu'à Québec, le métal marche fort. Ouais, les gens aiment beaucoup ça. Ouais. Def Leppard aussi, les gros bands. L'ironie, c'est quand tu regardes sur Spotify, le métal marche fort pas mal partout dans le monde. Je veux dire, même sur Spotify, Taylor Swift, elle a lancé son album en même temps que Tool, elle s'est fait clencher par Tool. Ah oui, c'est fou ça, pareil. Hein? Même que ses fans, ils disaient « C'est quoi Tool? Qu'est-ce qui se passe? » il y avait un truc sur Twitter qui était génial. Moi, ma joke, c'est pas une joke, mais il y a du monde qui faisait des screenshots, des tweets des fans de Taylor Swift. Puis il y avait une fille qui ne revenait pas de la longueur des tunes. Il y a une tune de 8 minutes. Comment est-ce possible? C'était une fille de 14 ans qui a juste écouté de la pop. Fait 8 minutes? Wow! C'est impossible? Comment tu peux enregistrer pendant 8 minutes? Ça n'a aucun sens! Ça pour dire que ce que j'admire de Québec, c'est que remplir le centre Vidéotron, c'est extrêmement difficile, à part pour les bands métal. Puis je respecte ça parce que pourquoi aller voir un artiste faire du playback puis danser? Au moins, quand tu vas voir Metallica, tu vas voir un show, Carlis. Ils jouent les tunes. Oh, ils sentent dans tes nerfs et dans ta peau. Tandis que voir Pink, c'est un peu un show du Cirque du Soleil, mais il y a Pink au milieu. Ouais, mais Chris, mais c'est bon, man. C'est vraiment un peu ça. Je pense qu'il y a vraiment c'est un sure shot, tu sais, Metallica, dans le sens qu'il Mais au moins, ils jouent, c'est un vrai orchestre. Ouais, tu sais, dans le sens que si... Moi, je suis vraiment pas un fan de Metallica. Je connais pas Metallica du tout, là, en fait. C'est 4 gars alcooliques qui n'aiment pas l'autorité. Toutes les chansons là-dessus. Ben, ils n'aiment pas l'autorité. Tant mieux. Ça a l'air... Tu sais, dans le sens que je connais Enter Sandman, là, tu sais, je connais les classiques. Du sommeil. Tu peux tout le temps ramener ça à ça. C'est ça. mais comme je trouve que cette musique-là fit parfaitement avec Québec, tu sais, je trouve que c'est très... C'est des messieurs blancs... Très classe moyenne. Ouais, c'est ça, c'est que c'est des messieurs qui font comme « Hey, moi, là, je suis en tabarnak pour... » Je sais pas trop... Tu sais, il y a comme une genre de colère. Vraiment, juste... C'est une Angry White Town. C'est un peu comme Boston.
c'est vraiment le. Ben, c'est ça, moi, c'est toujours ça que je dis, en fait. C'est que j'ai l'impression que Québec, c'est un peu le Boston du Canada, si on veut, ou du Québec, là. Mais c'est vraiment une belle ville, universitaire, les étudiants, il y a du sport à une certaine limite. Il y a Le pas racisme? un petit peu de racisme, quand même. Pas Ouais. énormément, mais c'est ça qui arrive, c'est que c'est la tabarnouche de radio, man. C'est là, c'est Radio X, man. C'est ça qui arrive. Tu comprends? C'est C'est populaire. tellement Parce cliché. que j'écoutais Je l'entrevue. pense que de moins en moins pour disait vrai. que le show Ouais. le plus écouté à Québec, il ne faut pas l'oublier, c'est les shows de Radio-Canada. C'est pas Ouais, Radio X. c'est ça. Puis, Et Radio X, si tu l'écoutes pour vrai, là. Pas juste les extraits qu'on met sur Facebook, toute la musique qu'ils font jouer. Tu veux dire, ça n'a pas de sens. il y a plus de Metallica que de Jeff Fillion. Il y a beaucoup. Oh oui. Radio X, c'est beaucoup. Yo, le Korn, on a toujours pas revenu de Korn. Ça, c'est correct. Ça. Ouais, non. Ouais, non, mais c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, autant, je pense que, tu sais, moi, pour vrai, j'ai jamais vraiment écouté Radio X. C'est ça qui arrive, c'est que, même pour moi qui viens de Québec, ça a toujours été un mythe. Mes parents n'ont jamais vraiment écouté cette radio-là. Tu sais, peut-être par hasard, genre, t'allumes le char, c'est ça qui. Tu sais, mais. C'est comme un. C'est comme un. Tu sais, j'ai l'impression que les gens qui écoutent Radio X, c'est la meute. J'ai l'impression que c'est vraiment juste. Vraiment très petit, puis c'est devenu très populaire parce que c'est super folklorique de dire à Québec, le monde, c'est tous des racistes, la meute, Radio X. C'est le fun, c'est un référent aussi, tu sais, puis surtout en humour, c'est pratique de faire. C'est comme le monde de Québec, c'est super drôle. Fait, je pense que ça a été grossi beaucoup, mais en réalité, c'est vraiment, vraiment du monde respectueux, puis des gens super. Tu sais, moi, je viens de là, puis je peux vraiment témoigner du fait que j'ai eu relativement une belle jeunesse. Puis c'est sûr que. De défendre Radio X. De défendre la radio de Québec. Un truc qu'il faut. Tous ceux qui. À chaque fois qu'on chiale sur la radio de Québec, il y a toujours un gars de Radio de Québec ou un gars de Québec qui fait ben, vous avez beau chialer Montréal, mais au moins notre radio a dit quelque chose, Carlis. Parce qu'à part Paul Arcand, il n'y a rien. Si on écoute la radio, il n'y a pas vraiment de saveur. Ouais. Oui, il y a une saveur. Oui, ça va trop loin. Oui, ça déborde. Ouais. Oui, Radio X, c'est la caricature de ça, mais derrière ça, il y a un désir de puis on chiale, puis ça, c'est ton opinion, ça, c'est mon opinion, on se rejoint au milieu, puis ça, il y a de quoi de plutôt agréable là-dedans. Oui, je comprends 100%. Juste que moi, je trouve que les animateurs de cette radio-là sont pathétiques. Ouais. Tu comprends? C'est juste que je trouve que leur façon de communiquer, ou du moins leur façon de véhiculer leurs opinions est vraiment pas la meilleure. Puis c'est jamais nuancé. C'est ça, c'est que je trouve que c'est pas nécessairement des gens qui sont des bons communicateurs à la base. Je prétends pas être un si bon communicateur que ça, là. Je parle juste vraiment d'un point de vue extérieur. Je trouve que, mettons, ça me fascine que ces gens-là aient des jobs en radio. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que je suis comme, ils savent à peine s'exprimer. Ils sont pas bons pour parler tant que ça, tu sais. Fait que, je sais pas, c'est ça qui me fascine plus que nécessairement leur opinion. Parce qu'après ça, une opinion, je veux dire, sûrement que ces gens-là, ils pètent des coches à la radio, puis ils pensent pas le trois quarts de ce qu'ils disent. Ils savent même pas ce qu'ils disent. C'est vraiment un show, tu sais. C'est ça qu'ils disent. Peut-être qu'ils le pensent aussi. Peut-être qu'ils le pensent, mais c'est ça qui... C'est la raison pour qu'on peut le défendre, c'est que même quand c'est crissement débile, des fois, là, parce que des fois, on l'entend, c'est crissement débile. Quand tu réécoutes, c'est un peu débile, mais il y a un fond de « Ah, je comprends pourquoi il est arrivé à ces conclusions-là. » Ouais, c'est ça. Il y a peut-être, mais quand même, c'est souvent des raccourcis. C'est souvent facile. C'est pas... c'est ça, mais c'est bien correct en même temps. On s'en fout vraiment de ça. Ils ont le droit d'exister, puis ils ont le droit de faire ce qu'ils font. C'est juste que je pense qu'à la longue, ça va s'éteindre un peu cette façon. Ça va jamais s'éteindre, crier dans un micro. Non, mais de cette manière-là, peut-être. Parce que toi, tu le fais. Moi, je le fais. Moi, je le fais d'une certaine manière. Je crie. Juste que je crie pas, mais moi, je m'exprime, puis je véhicule des idées sur scène, ou peu importe dans quoi on fait. Après la pandémie, quand il va y avoir une crise économique, parce qu'on s'enligne vers ça, il y a un taux de chômage alarmant, ça va prendre beaucoup, beaucoup de galons. Oui, c'est ça. Probablement. Puis tant mieux, parce qu'il faut que les gens s'expriment. Puis je pense que c'est important de faire ce qu'ils font, ces radios-là, quelque part. Pas de la manière, mais comme de toujours... Étouffer quelqu'un, c'est pas une bonne idée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de...
Puis c'est ça qui arrive, c'est que je suis pas nécessairement au courant de c'est quoi, de ce qu'ils font Radio X en ce moment, c'est parce que je l'écoute pas. Mhm. Puis j'ai rien contre, puis ils font vraiment ce qu'ils veulent. Mais pour les fois là, que je l'ai écouté, à chaque fois, je me disais, il y a vraiment c'est vraiment aussi beaucoup dans la manière, c'est vraiment dans la façon. C'est tellement colérique, c'est jamais dans, ah, mais moi, je pense que peut-être ça, c'est pas une bonne chose. C'est jamais apporté rationnellement, c'est toujours dans l'émotion. Puis c'est ça qui me tape ses nerfs un peu, c'est que c'est jamais songé. On dirait qu'ils prennent jamais le temps vraiment d'aller au fond de leur pensée. Puis peut-être que justement, cette période-là va permettre aux gens de Radio X de faire Chris, pas de changer d'opinion nécessairement, là, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais de juste peut-être aller plus loin dans leur raisonnement. Moi, c'est ça que je trouve souvent que c'est paresseux, puis il manque d'éléments pour que vraiment je fasse OK, je comprends pourquoi tu penses ça. Quand je l'écoutais, j'étais beaucoup. Des fois que j'écoutais ça, j'étais comme ah non, mais je comprends même pas pourquoi tu dis ça. On dirait que tu es juste fâché en ce moment. J'aimerais ça que tu m'expliques vraiment c'est quoi les vraies raisons. Là. Pourquoi tu te sens même. Je suis pas le premier à dire ça, mais ce qui est génial des gens fâchés à la radio de Québec, ou n'importe quelle radio, c'est que t'es payé des gros salaires. Ah ouais, c'est sûr, c'est des bons salaires. On se fait fourrer. Tu gagnes 115 000 canadiens par année. Là. C'est beaucoup d'argent. Ouais, tu vas avoir. Ouais, ah ouais. C'est beaucoup d'années, mon chum. Pas beaucoup d'années, beaucoup d'argent, man. C'est comment déménager à Montréal? C'est comment arriver dans cette place-là? C'est vraiment... moi, ça m'a vraiment plu. Je pense que, tu sais, j'ai vraiment cliqué rapidement aussi avec le fait qu'il y a toujours toujours une soirée d'humour à portée de main. Puis, à portée de main, c'est pour la façon de le mettre, là, mais tu peux toujours aller à une soirée d'humour à Montréal, normalement. Dans le sens qu'il y a toujours quelque chose qui se passe le soir. Fait que, mettons, moi, j'ai une idée dans le jour. Je suis comme, hey, j'aimerais ça aller parler de ça devant du monde à soir. Je peux trouver une place où aller le faire. Moi, c'est ça qui m'a charmé. C'est l'espèce de. Il y a tellement de monde, il y a tellement de choses que tu peux faire. Puis il y a aussi l'espèce d'aspect de je sentais que je n'étais rien ici. Je sentais qu'il n'y a personne qui me connaît. Je sens que je suis pas vraiment inaperçu. Il y a tellement de monde qui ont des affaires plus importantes que moi ici. J'aime être entouré de gens. J'aime ça. J'aime l'activité. Ça me fascine. Tu sais, fait que... Il y a bien des gens qui vont à l'extrême, bien des gens qui viennent d'un village. Ouais. Ce qu'ils aiment de Montréal, c'est l'anonymat. Oui, c'est ça. Tu peux avoir une sexualité puis personne n'est au courant. Ce qui n'est pas le cas dans certaines régions du monde, certaines régions de Montréal. Ouais. Dans certaines régions du Québec. Là. Oui, vraiment. Avec une fille, tout le monde. Là, c'est ça. Ouais. Puis à Montréal, c'est ça qui est. Je trouve que c'est rassurant d'une certaine manière de sentir que, ben, en fait, ça te permet aussi de voir à quel point il y a. C'est ça, c'est quand même le fun d'être, mettons, je me souviens d'être arrivé à Montréal, puis de prendre le métro pour la première fois pour aller à l'école, mettons, puis de voir à quel point il y a du monde, puis de faire OK, ouais, c'est ça, moi, je peux être juste un dude, tu sais, je suis plus parce que, tu sais, c'est ça aussi, moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis venu à Montréal à 18 ans, tu sais, je suis déménagé, j'ai fait des auditions de l'école à 17, j'ai été pris, mais j'allais avoir 18, tu sais, fait que j'ai comme fait les auditions juste avant d'avoir 18, j'ai été pris. Fait que j'étais quasiment encore, tu sais, dans le sens que je suis un enfant? Je suis un adolescent, tu sais, fait que je pense que ça m'a fait réaliser, ah ouais, je peux vraiment être qui je veux maintenant, j'ai plus à rendre de compte nécessairement constamment à mes parents, ce qui n'est pas une mauvaise chose, tu sais, dans le sens que quand... C'est niaiseux, mais tu peux être saoulé dans un bar à Montréal puis personne ne le sait. Oui, exact, je peux être pas stagner parce que le monde, ils vont te voir. C'est ça, man, il y a quelque chose de ouais. Il était sous, là. Ah ouais, ton gars était sous. Là, tu peux être sous dans un bar, personne ne t'au courant. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est le fun. Ouais, t'as vraiment raison. J'aimais ce feeling-là. J'aimais le feeling de comme tu dis, d'anonymat un peu. C'est sûr qu'avec le métier que je fais, moi, tu sais, je suis pas quelqu'un de connu, mais tu sais, c'est pas un métier qui a l'anonymat. Mettons que demain matin, je deviens la plus grosse vedette du Québec. C'est génial à Montréal. Pour vrai, là, si t'es une vedette, on le voit avec Catherine, là, tu vas à l'ouest de Saint-Laurent, personne te connaît. C'est ça qui arrive. C'est que dans le sens qu'il y a quand même moyen à Montréal, il y a tellement de monde. Tu peux habiter ici, puis comme tu dis, mais Kat, moi, c'est mon amie, je la connais, tu sais, puis
c'est ça, tu sais, elle peut habiter dans l'Ouest, comme tu dis, puis il n'y a personne qui la reconnaît, tu sais, dans le sens que... Quand elle est dans l'Est, ça la frappe. Tout le monde la Ouais. connaît au coin. Tout le monde sait c'est qui Catherine. Puis tout le monde a C'est ça. une opinion sur ses cheveux et sur sa carrière et sur qu'est-ce qu'elle devrait faire avec sa sexualité. Ouais. Je pense qu'elle c'est pas quelque chose qui lui plaît. Moi aussi, j'en ai une opinion d'ailleurs, puis je vais profiter de la tribune pour en partager. Non, mais pour vrai, ça n'a pas de sens, là, tu sais, mais oui, tout ça pour dire que j'ai adoré arriver à Montréal. Moi, ça a été... puis j'ai rencontré tellement de personnes le fun aussi, c'est ce qui arrive quand tu commences à faire de l'humour. Moi, tu sais, justement, du monde C'est comme l'inverse. Kat. Il y en a qui détestent les autres humoristes. Il y en a qui... Moi, j'adore les humoristes. C'est mes personnes préférées, les humoristes. T'as-tu vu quand Dave Chappelle a eu le Mark Twain Prize? Il a reçu, quand il a reçu ce prix-là, il parle du fait qu'il aime tellement les humoristes qu'il peut regarder quelqu'un sur scène parler de quelque chose qui est complètement en désaccord, puis après, ils prennent une bière ensemble. Puis ça, c'est pour ça que j'aime l'humour. C'est qu'on est juste là, on fait juste dire des jokes, on fait juste faire rire. En fait, on rend des affaires drôles sur scène en parlant, puis après ça, on continue d'être du monde, puis on jase, puis j'aime les humoristes. Moi, mettons, mes personnes préférées, c'est les humoristes. Moi, j'aime que dans une loge, Fred Dubé et Martin Cloutier vont avoir du fun ensemble. Oui! C'est tellement le meilleur exemple, mon gars. C'est exactement ça. C'est que ces deux gars-là, d'une certaine manière, vont finir par se rejoindre. Puis c'est ça avec n'importe qui, parce qu'on parle le même langage. Ce que j'aime aussi de l'humour, c'est que je trouve que c'est comme un peu comme c'est une mini-société. Il y a des gens extrêmes, il y a des gens anarchistes qui veulent mettre le feu aux banques. Il y en a d'autres qui font « Wow, pour vrai, j'en connais », là, qui me disent « Le système de banque canadien, c'est une des choses que j'aime le plus. » Ah Il y a ouais? les deux. Il y a les deux Ils inverses. s'entendent bien. Puis ça, je trouve que c'est très réaliste. Dans la société, il y a ça. Il y a des gens qui ont Mais il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait une divergence d'opinion parce que c'est ça qui fait qu'on évolue en tant que société, en communiquant aussi. Fait que c'est ça que j'aime. Des gens qui sont depuis 20 ans, puis il y a des gens qui sont dans le couple ouvert, puis ils s'entendent. Je trouve ça génial. Tout le monde s'entend bien. C'est génial, mon gars. C'est ça qui est beau, là. Puis c'est ça qui est fun. C'est de côtoyer autant de gens différents. Ça fait qu'aussi, moi, ça m'a... Une des raisons pourquoi je pense que je suis devenu l'humoriste que, mettons, je suis en ce moment, que je suis quand même... Je sens que ça allait bien, mettons, puis que je pense que c'est vraiment à cause du milieu humoristique au Québec, puis montréalais beaucoup. Mettons, les gens comme Adib, qui est ton grand ami, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Kat Levac, c'est la personne qui m'a le plus aidé dans ma vie. C'est des gens qui sont vraiment, vraiment des bonnes personnes, mais on ne fait pas la même affaire nécessairement, mais on échange, on communique, puis ces gens-là m'ont donné des opportunités, ou m'ont donné des conseils, j'ai juste une discussion, mettons, avec Martin Perizzolo à un moment donné, puis je suis comme, cette discussion-là, ça m'a fait grandir de genre 5 ans. C'est vraiment le fun. Tu es tout jeune, tu as 22 ans. Tu aimes ça t'entourer de plein de gens. Des fois, tu parles à du monde qui ont le double de ton âge. Ouais. C'est cool, ça. C'est vraiment... Ça, c'est une grande chance, je pense. Parce que je pense que je trouve que les générations ne communiquent pas beaucoup entre elles, surtout à notre époque. On le voit que c'est un des trucs qui ressort de la pandémie. En fait, c'est ça. Je veux dire, pourquoi en ce moment, nos aînés ils meurent d'une façon tragique? C'est parce que c'est pas la seule raison, c'est vraiment pas qu'on se parle pas. Il y a un virus aussi. Oui, tu comprends ce que je veux dire. Dans le sens que, mais je trouve qu'il y a c'est un mot de société qui a autant de gens encabanés dans des maisons. C'est fou. Oh, je comprends. C'est ça. Dans le sens que c'est culturel aussi, mais je trouve que ça... Si tu observes aussi beaucoup la culture asiatique où, mettons... en Afrique, les vieux ils vivent dans la maison des enfants. C'est ça, dans le sens que tout le monde reste ensemble. Puis ça, ce que ça force, c'est un échange, en fait. Ça force un échange entre les générations. Puis ça fait que... Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que les gens plus vieux, au final, toutes les générations sont... En fait, chaque nouvelle génération est meilleure et pire que l'ancienne. Dans le sens que, mettons, moi, j'ai tous les bons côtés de mes parents et tous les pires de mes parents. Je pense que ça fait ça avec les générations. Puis, s'il y a un manque si les gens ne se parlent pas et qu'on ne communique pas en génération, ce que ça fait, c'est qu'on va répéter les mêmes erreurs. En fait, c'est ça qu'il faut... C'est ça qui est riche de pouvoir... C'est ça qui est la richesse de communiquer en génération, c'est de pouvoir apprendre de comme... Vous autres, vous avez fait cette erreur-là en 68, il ne faut pas la refaire, tu sais. Puis
je pense que là, on est beaucoup en train tout le monde est divisé, dans le sens que les groupes de personnes on n'a jamais été autant divisé depuis que j'existe. On est réellement divisé. On est physiquement divisé. Exact, on est vraiment divisé, on est vraiment isolé en fait. Puis moi, je suis pas vieux mais j'ai quand même vu un changement vraiment radical je trouve vraiment que les gens sont vraiment divisés depuis les 10 dernières années dans ma vie. Là, juste pour avoir été témoin de ce qui se passe dans le monde, puis pour avoir observé, je le remarque avec mes grands-parents, je le remarque avec les grands-parents de mes amis, on se voit moins en génération, puis en groupe de personnes, dans le sens qu'on reste beaucoup dans nos petits cocons de moi, je suis un humoriste, fait que je parle juste avec mes amis humoristes. T'sais. Puis au final, ça, je pense que ça peut devenir peut-être un petit peu aliénant puis nocif. Puis c'est ça puis les réseaux sociaux font ça un peu aussi des fois parce que, ben, je veux dire, les algorithmes font en sorte que tu es constamment. C'est une grave. En tant que. Si on regarde juste, on est très carriériste. Là. Si tu veux être un bon humoriste, la pire affaire que tu peux faire, c'est juste traîner avec des humoristes. Ouais, c'est ça. C'est bien mieux d'avoir un ami écrivain, avoir un ami journaliste, avoir un ami ingénieur, que juste traîner avec des gens qui vont juste te voler tes prémices et à qui tu vas voler leur punchline. Ouais, puis aussi des gens à qui, au final, on va tous devenir la même personne. C'est ça qui arrive, c'est que au final, je pense que. Il n'y a pas de perspective nouvelle. Ouais, c'est ça. Puis surtout les gens, les artistes, on est un peu des éponges. On a souvent du monde un peu quand même trop sensible des fois. Là, puis c'est pas nécessairement une bonne chose. Là, mais c'est intéressant de voir un humoriste qui il se tient juste avec des humoristes, il regarde juste des shows d'humour, le soir, il va voir des shows. Puis là, il se plaint tout le temps. Mais là, comment ça, je me démarque pas? Ben, parce que il faut faire des choses. C'est ça. Il faut faire les choses différemment. C'est ça, tu sais. Puis c'est ça que. Ça, c'est intéressant. Ça c'est une autre discussion aussi, là, mais tu sais, c'est fascinant de voir à quel point ça peut être laborieux pour des gens, justement, de trouver quoi faire en humour. Moi, ça c'est quelque chose qui me fascine, qui ne m'a jamais rentré dans la tête, mais qu'il faudrait que quelqu'un m'explique. Peut-être que toi, ça t'est arrivé, tu pourrais me l'expliquer, mais et puis ça va sonner super prétentieux ce que je vais dire, mais il y a des jeunes qui m'écrivent, des ados, là, du monde de 15-16 ans qui m'écrivent sur Instagram ou sur Facebook, qui sont comme « Hey, j'aimerais ça commencer à faire de l'humour. Je sais pas comment m'y prendre. » Puis à chaque fois, je suis comme ben, moi non plus, je sais pas comment m'y prendre. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que je sais pas comment j'ai fait pour arriver ici. Je pense que c'est vraiment un processus qui est super personnel. Puis je comprends tellement le désir de vouloir aller chercher du réconfort en écrivant à quelqu'un sur Internet puis en disant comment t'as fait, mais peu importe ce que je vais dire, ça t'aidera pas. Parce que si tu te mets à faire comme moi je fais ou à penser comme moi, tu tires dans le pied en partant. Parce que c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire pour être un bon humoriste. Il faut vraiment faire pas comme tout le monde. Il faut faire l'inverse. Il faut toujours essayer de... Par contre, si tu dis à un jeune de 16 ans, va dans les soirées d'humour. Ouais, non. Des fois. Moi, je m'en souviens, mais la première chose que je demandais, j'ai entendu dire que des soirées d'humour, je ne savais même pas. Oui, ça, je comprends à 100% les questionnements, mais des fois, c'est plus des questions de comment je fais pour écrire un numéro, comment je fais pour... Puis je suis comme, ouais, mais toutes ces questions-là, ça devrait être naturel. Tu devrais juste écrire. C'est malheureux. Ça, c'est... En tout cas, fuck it, je le dis. Ce qui est malheureux, c'est avec cette question existentielle-là, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent avec ça en faisant des ateliers. Mais les ateliers, c'est beaucoup. Tous tes questionnements, je vais y répondre. Mais généralement, quand tu es bon en humour, c'est un milieu où tu peux faire beaucoup d'argent. Si tu n'aimes pas des ateliers, tu fais juste faire de l'humour. Oui, exact. Oui, c'est vraiment ça parce que. Puis je pense que c'est vraiment ça, tu sais, ça s'apprend vraiment juste en le faisant, comme on disait tantôt. Fait que les bons humoristes, ils manquent de temps. Oui. Ils n'ont pas le temps de faire des ateliers. Non, c'est ça. Puis, curieusement, tu leur dis comment tu écris un numéro, puis ils font à chaque fois, je me le demande. Oui, c'est ça. Dans le sens que ça sort. J'ai besoin de faire ça. Tu sais, je me pose pas la question. Tu sais. Spasme. C'est un spasme, mettons, le podcast là, que je fais en ce moment. C'est pas. Comme Justin Pierre qui n'est plus dans l'UFC, mais il s'entraîne encore comme un demeuré. Là. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il faut faire. C'est ça que je fais là, en ce moment. C'est ça qu'on fait tous. Là. On a besoin de. Depuis il l'entend. T'es pas un demeuré, Georges Saint-Pierre. Tu t'entraînes ben non. fort.
Ça, je voulais dire. Tu t'entraînes fort. Il est super. Moi, là, genre. Il y a un gars, je l'ai vu. J'ai payé pour le voir fracasser le crâne de gens qui sont entraînés pour pas que ça arrive. Puis moi, je dis que c'est un demeuré. Puis j'habite dans la même ville que lui. Ça, c'est pas étudié. C'est toi le demeuré, toi. C'est toi le demeuré au final, toi. Oui. Non, parce qu'en plus, un de mes amis, il cuisine pour lui. Ou jadis, il cuisinait pour lui. Fait que je veux pas qu'un gars qui fait yo, je veux pas juste m'entraîner en passant chacun. Non. Mais moi, là, ce qui me fait chier avec la UFC, mettons, c'est. Non, attends. C'est vraiment, ce que je veux dire, c'est super normal. C'est juste que moi, j'adore Georges Saint-Pierre. Je trouve qu'il est super. J'ai écouté le documentaire sur lui. Je trouve que c'est un gars super inspirant. Puis je trouve qu'il est malade, ce gars. C'est super bon, parfait. Mais je peux pas regarder ce sport-là. Je peux pas regarder ça. Je suis incapable. J'ai tellement essayé, là. J'ai tellement essayé d'aller regarder du UFC, là. Ça me donne le goût de vomir. Du monde qui se frappe avec leur coude, ça tempe. Je suis comme, pourquoi je vais regarder ça? Ma vie va tellement bien, pourquoi j'ai besoin de ça? Fait que je pense que c'est pas mon affaire. Je comprends pourquoi le monde aime ça, en fait. Je comprends à 100% pourquoi des gens aiment ça. Je comprends pourquoi des gens aiment pratiquer ce sport-là. C'est une discipline, à get it. Faites vos affaires. Même si c'est spectaculaire. Oui. Spectaculaire. Il lui a donné un coup de pied et l'autre, il a les yeux fermés. Je comprends 100%. Les meilleurs KO, c'est quand il est tellement KO qu'il tombe et qu'il a les bras comme ça. Hey, mon gars, ça, je peux pas. Quand il a les bras comme ça, tu fais oh! On peut même pas. Ça me donne des frissons. J'ai vraiment. Je pense que c'est pas mon sport, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment ça. Pour parler à certains gars qui ont fait ça pour vrai, là, ils ont compétitionné. Le plus difficile, ils disent c'est pas les combats, c'est pas l'entraînement, c'est les diètes. Ben oui, probablement parce qu'ils sont tellement en shape, puis c'est comme. Ils sont pas juste en shape, c'est qu'ils sont déshydratés aussi. Ils sont tellement tout petits. Ils sont fucking. Tu sais, c'est ça quand ils font la pesée, je pense qu'il faut ils sont complètement déshydratés d'eau. C'est super. C'est dur, il faut que tu pousses ton corps à bout constamment. Fait même juste ça, je trouve ça tellement intense. Ces gars-là, je les trouve tellement intenses. On dirait qu'ils me font sincèrement peur. C'est même pas. Je pense que c'est ça le but, en fait. C'est des assassins. Mais Georges Saint-Pierre, autant il a de l'air super fin, autant j'y parle, autant j'y parlerais, puis je serais comme, hey, j'ai le goût d'aller prendre une bière avec Georges Saint-Pierre demain matin. Sincèrement, j'irais, puis je suis sûr qu'on aurait full de fun. Mais les 30 premières secondes, je serais comme, si je dis quelque chose de vraiment pas correct à Georges Saint-Pierre, là, mettons que sans faire exprès, je dis de quoi, il a vraiment la capacité de me tuer. C'est ça qui est fou. Moi, j'ai ça. Il doit tuer rapidement. Ou tu peux agoniser. Il peut faire ça. Tu quoi? Tu m'as pas tué mon Chris, mais tu vas jamais. Tu n'as aucune idée à quel point tu vas souffrir. Tu n'as même pas l'imagination pour réaliser à quel point tu vas avoir mal. C'est ça, c'est que c'est des experts de faire mal. Puis c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment des gars qui sont entraînés pour faire mal. Fait que c'est ça qui me fait peur. Puis je pense que c'est normal que ça me fasse peur. Je pense pas que c'est tant un feeling qui est irrationnel, mais je suis sûr que c'est. Puis il y a un autre gars qui fait de la UFC qui est québécois, je ne me souviens pas de son nom. Olivier Aubin, en tout cas. Olivier Aubin, c'est lui que je sais c'est qui un peu, que j'ai vu de face. Je trouve qu'il a de l'air fin. C'est tous des gars qui ont de l'air. Il est très drôle. Oui, il a de l'air fucking funny. Même Georges Saint-Pierre a de l'air funny un peu, mais c'est juste que je suis comme. Mettons moins drôle que McGregor. Ouais, McGregor. McGregor, qui est un des meilleurs humoristes du 21e siècle. C'est ça qui arrive, c'est que ces gars-là, mais c'est ça, mais c'est tellement malgré eux, puis c'est ça qui me fait peur, c'est que, mettons, Georges Saint-Pierre me fait pas, tu sais, on exagérait, mais mettons, il me fait pas peur, tu sais. Oui, on joue, c'est un podcast, oui. On fait des jokes, tu comprends? Oui. Mais mettons, Conor McGregor, sincèrement, lui, il me ferait vraiment peur. Je trouve que ça va être un gars que, justement, il a peut-être fait trop d'UFC, puis à un moment donné, ça peut justement te jouer au niveau du cerveau, parce que tu dois faire des commotions, puis ça doit vraiment t'affecter. La vie, il y a deux. J'aime ça dire n'importe quoi sur un gars que j'ai jamais rencontré. J'ai deux hypothèses à propos de lui. Il est arrivé ce qu'on appelle le phénomène Jim Morrison. Ce que j'appelle le phénomène Jim Morrison. Tu crées un personnage, que tu deviens le personnage. Ah, ouais, c'est pas fou. Un peu comme Jim Morrison disait, moi, je suis le roi des lézards, je suis toujours sur l'acide. Après, il réalise, hey, je suis vraiment toujours sur l'acide, puis je sais plus c'est quoi aller au restaurant puis demander un sandwich. Là. Faut tout le temps que tu sois un gars fou, puis dire hey, moi je suis du sable. Come on, man, c'est pas du sable, c'est juste à l'aéroport. Ou sinon, c'est le phénomène de
je suis multimillionnaire. Ouais. Je suis devenu multimillionnaire en criant après le monde puis en les confrontant. Parce que lui, comment il est devenu millionnaire, c'est fait comme Ah! Ah! Tu vas faire! Puis le monde, ils font rien. Ouais. Là, mais je crois que tu es coincé là-dedans. Tu te dis, ben, c'est comme ça que je suis devenu riche, fait que je vais rester de même. Ouais, probablement. Puis aussi, c'est que, veux pas, si ça continue de marcher, à un moment donné, tu fais quoi? T'sais? On te donne des millions de dollars pour être ce gars-là, tu vas Des continuer. centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars même. Il y a une vidéo où il est dans une taverne à Dublin. Il crie après le monde, c'est ce qu'il fait, puis il paye un verre à un vieil homme, vieil homme, puis il le refuse. Fait qu'il donne une bonne à la mâchoire. Ok, ouais, mais ça, c'est un malade. C'est pas une bonne personne, là, visiblement. Je sais pas. Si tu fais ça, attends, si tu frappes un inconnu parce qu'il a refusé ta bière, t'es pas une bonne personne. Tu comprends? T'es peut-être pas super agréable, nécessairement. Tu sais, ce vieux monsieur-là, peut-être qu'il y a eu un chèque de 700 000 Ouais, en même temps... Mais c'est pas le but! T'as raison. Non, attends. Un chèque de 700 000 à un vieil homme, t'as raison. Non, mais attends, qu'est-ce qui est plus fin? Rien faire comme moi, puis pas rien donner à personne, ou frapper quelqu'un d'en face puis donner 700 000 après? Je pense que t'es tout le temps plus fin que McGregor. Ça, tu vas toujours gagner. T'es fin, ça c'est gentil. T'as raison, t'es toujours plus gentil que McGregor. Non, mais je sais pas si je suis plus fin, parce qu'au final, il a quand même donné peut-être 700 000 à quelqu'un. J'avance ça, mais je le sais pas. Je sais pas si ça s'est réglé hors cours, je le sais pas. Probablement. Je sais pas. Parce que de l'autre côté, quand t'es McGregor, tu peux appeler un cabinet d'avocats très perspicace qui peut faire en sorte que le monsieur, il apprend que tabarnak, j'y dois de l'argent parce que ma mâchoire, il a abîmé les mains. Puis, ouais, j'avoue, puis en même temps, il y a quand même quelque chose de fun de se faire frapper par McGregor. Non, je pense que c'est contre. Non, je pense que. Non, c'est cool. Avant puis après que cet homme-là te frappe. Ceux qui te frappent, quand tu vois plus le mauve. Oui. Non, je sais, mais je parle que. Imagine, non, mais c'est. Quand se faire frapper, autant se faire frapper par McGregor. C'est ça, tu sais, comme le lendemain, t'arrives au travail, t'es comme, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, les boys? Les boys sont comme, je sais pas, barbecue avec la famille. Toi, je sais pas, je travaille par Conor McGregor. Je sais pas, c'est le fun quand même. C'est quelque chose, tu sais, je sais pas. Au final, moi, mettons, j'aimerais ça me faire. Non. Parce que je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que ça doit tellement être un coup de poing dommageable que ça doit vraiment faire mal longtemps. J'ai l'impression que, justement, comme tu dis, ça doit te casser, comme il doit tellement te frapper fort, ce gars-là. Une fois, j'ai entendu une anecdote. C'est Louis C.K. qui comptait ça dans un podcast. Je sais pas si tu as vu le film de Fighter, puis c'est sur le Mickey Ward. Ouais, ben oui, j'aime ce film. Mickey Ward, il se battait contre Arturo Gatti. Ils ont une trilogie de combats hallucinante. C'est vraiment, les gars, ils se donnent des coups de poing dans la face. Tu penses que l'autre va tomber, il tombe pas. C'est un combat une suite de combats complètement folle. Complètement fou. Bref, une fois, il expliquait ça, Mickey Ward, il s'est fait frapper et c'est devenu noir. Il a perdu la vue. Fait qu'il est tourné dans son coin et il a fait semblant qu'il voyait encore. Ça n'a pas de sens, man. Il est retourné, puis il a dit, m'a levé mes poings, m'a levé mes gants, puis il m'attend qu'ils viennent vers moi. Puis on va voir ce qui va arriver parce que j'abandonne pas. Je suis rendu tellement loin. Il a reçu un coup de poing sur la tempe, puis la vue est revenue. C'est comme une TV. C'est comme une TV qui marche pas, puis tu fesses dessus, puis... C'est tellement des fous. Je comprends pas pourquoi le monde font ça. C'est souvent parce qu'ils font ça parce qu'ils viennent de milieux extrêmement c'est ça, exact, c'est ça. C'est un des gars qui s'est battu contre McGregor. Je crois que c'est Nate Diaz. Il y a plusieurs frères Diaz, je sais pas c'est lequel. Bref, lui, il a commencé à s'entraîner au Jiu-Jitsu parce qu'il a réalisé à chaque fois que je m'entraîne avec eux autres, ils me payent un taco. Fait que c'est une manière de manger. Il s'entraînait pour manger. Ce qui est... non, c'est de la survie. Il a commencé à faire ça pour manger, c'est clair qu'il va me battre. C'est vrai. C'est de la survie. Même Georges Saint-Pierre, tu sais, quand j'écoutais son docu, j'étais comme, c'est de la survie. Ce gars-là, il se faisait intimider, puis la seule manière qu'il a eu pour survivre, c'était de se battre. C'est un gars qui, pour survivre, il faut qu'il se bat. Puis, tu sais, le film de Pierre Falardeau, Le Steak, c'est vraiment un bon film, mais j'ai vraiment aimé ça parce que c'est vrai. En plus. Ouais, c'est malade, ce film-là. C'est vraiment parce que c'est un boxeur, c'est un boxeur québécois c'est pas un gros boxeur. Tu sais, c'est pas un gars qui comme Lucian Boutet qui faisait des grosses affaires, tu sais. C'est un petit boxeur
qui gagne sa croûte avec ça. Tu C'est sais. arrivé à ce gars-là? Ben, je sais pas ce qui est arrivé par après le docu. Mais Là, tu veux un homme? ben, Dans ça, le je ring? sais. Mais ça, c'est dans le docu, me semble. Je pense que oui, parce que ça a changé sa vie. C'est ça. Il est devenu pauvre parce que plus personne ne voulait monter dans le ring avec lui. C'est ça, c'est ça. Ben, ça fait longtemps que j'ai écouté, il y a 2 ans à peu près. Puis moi, ce qui m'avait marqué, Puis le plus triste, c'est que c'est zéro sa faute. C'est vraiment. c'est Les un médecins accident. qui Hein. à l'époque, les médecins étaient trop loin du ring, c'était mal régi. Ouais, C'est pas sa faute. Lui, ça arrive. pas. Ils se battent à un moment donné. Mais moi, ça m'avait fasciné. Il y a une scène à un moment donné que c'est avant son combat de retour, je pense. Puis il est dans sa cuisine, puis il se fait des nouilles avec de la sauce tomate sur son petit poêle dans son demi-sous-sol. Puis il s'en va se battre, puis il est tout seul dans son locker room, puis c'est son tape. Puis je suis comme. Ça, là, c'est pas un. Ce gars-là, il est pas comme oh yes, combat de ma carrière, genre je m'en vais. C'est des conditions de lutte de sous-sol de Schlager. C'est ça, il est pas excité. Il est pas comme hey, j'aime ça la boxe. Il est comme non, moi, il faut que je mange. Là. Fait que je te cite. C'est des grosses affaires. C'est quand même c'est des grosses vies. C'est fascinant. Ces hommes-là sont fascinants. C'est vraiment cool. C'est pour ça que j'avais aimé autant le documentaire sur Georges Saint-Pierre. Je trouve que c'est malade. C'est impressionnant. Ouais. Tous les combattants sont hallucinants. Je veux dire, les combattants, c'est hallucinant. Ouais, vraiment. C'est des gens, c'est du monde intéressant, je pense. Automatiquement, c'est des gens qui ont quelque chose qui ont du vécu parce que je pense que pour faire, mettons, de l'humour, tu peux avoir une vie super comme relax comme la mienne, puis faire moi, je vais aller faire rire les gens. C'est logique au final. Moi, toute ma vie, j'ai ri parce que ça allait bien, puis je m'en vais. Tu sais. Mais je pense que ça prend toujours une personnalité, ça prend une personnalité particulière pour faire du combat comme ça. Je pense que ça prend quelqu'un de vraiment. Puis c'est pas tous des. Je pense pas qu'ils sont tous pareils. Je pense pas que c'est ça que je trouve que ces gens-là ont de l'air intéressant, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'être toute la même personne. Tout le monde a l'air d'avoir sa raison, puis son. Tu sais, c'est quand même. C'est fascinant. Il faudrait que je m'intéresse à ça plus pour le côté psychologique, puis le côté. Pourquoi j'ai écouté les documentaires, c'est les combattants, mais pas les combats. C'est ça que j'aimerais faire. C'est ça que je devrais faire. Mohamed Ali est fascinant, on sent. Mais tu sais, savoir. Oui. Un des plus grands athlètes du 20e siècle, c'est Mohamed Ali. Puis même si tu ne t'intéresses pas à comment il se bosse, il est fascinant pareil. Ben, certain même. Et puis ce gars-là a tellement inspiré de gens qui ne sont pas nécessairement des athlètes. Là, il y a une hypothèse qu'il a un peu inventé le hip-hop. L'attitude hip-hop, c'est Mohamed Ali. L'attitude, je me colle, toi, je suis meilleur que toi. Parler en rime. Oui, dans la musique, il avait parlé en rime, mais parler en punchline, dire de quoi pour arrêter l'autre, ça, c'est très, très, très Mohamed Ali. Ben, oui, vraiment. C'est vrai. Hein? C'est très... Le Black, oui, il y avait James Brown aussi, mais le Black Power, être fier de qui on est, dire qu'on est beau. Je veux dire, c'est aussi le hip-hop, c'est une des premières musiques où que tu t'appuies pas sur ton sort. Ben oui, mais le rap des années 90. Ouais. Ben moi, je suis un grand fan de hip-hop, un grand fan de rap, puis un de mes bands préférés, c'est Tribe Called Quest, qui est un band des années 90 de hip-hop. Puis c'est ça, c'est vraiment, vraiment de prendre possession de comme non, nous autres, on est ça, là. On est cool, on n'est pas ce que vous dites. On n'est plus vos servants, là. On est des personnes, là, puis on a quelque chose à dire, puis on a du talent, on est beau, on est bon. Puis ce mouvement-là artistique, probablement qu'il y a beaucoup d'athlètes ou de personnalités avancées qui ont inspiré ce mouvement-là, comme Mohamed Ali, par exemple, puis Malcolm X, du monde de même. C'est ami. Malcolm X, c'est... non, pour vrai? C'est malade. C'est dans la même secte. C'est la même secte, c'est la Nation de l'Islam, qui était une secte, qui était ouvertement raciste et qui a manipulé Mohamed Ali et Malcolm X. Mais Malcolm X a quitté dès qu'il a réalisé qu'il y avait de la pédophilie. Il a fait « Oups, il y a de la pédophilie dans ma secte, je vais m'en aller. » Le racisme, c'était correct, là, mais là, la pédophilie, là, non. Ça me passe comme ça. C'est une des raisons aussi pourquoi Martin Luther King et Malcolm X n'étaient pas amis. La secte ne voulait pas. Mais c'est quoi cette secte-là? Rapidement, parce que je sais pas c'est quoi. En gros, c'est une branche, c'est une secte, c'est des gens qui s'est tiré de l'islam, là, mais c'est pas l'islam, malheureusement. C'est un peu comme le Ku Klux Klan, c'est tiré du protestantisme, mais c'est pas le protestantisme. C'est des gens qui ont... Entre autres, une de leurs théories, c'est que l'homme blanc a été créé par un homme méchant en laboratoire.
OK. Oui, c'est les... oui, quand tu veux que n'importe quel ami maghrébin parle de la nation de l'islam, ils font « Come on, man! Parle-moi pas de ça, man! Calice! » Ils sont vraiment... Hey, C'est c'est les fou, conspirationnistes, les gars. Hey, mais merci, man. Faudrait vraiment que j'écoute le docu sur Mohamed Ali parce que ça m'intéresse tout ce que tu me dis en ce moment. J'aimerais vraiment ça. Le meilleur documentaire sur Mohamed Ali, à mon avis, c'est When We Were King, qui était sur son combat au Zaïre, qui était jadis, maintenant que le Congo, mais qui était jadis Oui. le Zaïre, c'est son combat contre George Foreman dans les années 70. Oh, nice, man. Mais ça, c'est où que je pourrais trouver ça? Tu sais-tu? Ou... Je vais t'envoyer un lien où il y a sûrement ça sur YouTube. Ça, parfait, man. Et juste pour revenir là-dessus, c'est un combat mythique parce qu'il se battait contre George Foreman, qui était un des gars qui frappe le plus fort de l'histoire de la boxe. Et la stratégie de Mohamed Ali qui a partagé à personne, il s'est lancé dans les cordes, il se mettait dans les cordes, puis il se laissait frapper super fort. Il a fait ça pendant plusieurs rondes. Et tout ça, c'était pour essouffler son adversaire. Oui. L'amener, c'est juste tanné. Il a donné 3-4 coups de poing, puis il l'a mis par terre. Mais sa stratégie, c'était de voler. Ouais, mais c'est bright. Des fois, dans la vie, c'est bright de manger une volée. Tu sais, c'est vraiment... Ça peut... Il y a le Parkinson, fait que peut-être pas. Un des problèmes de Mohamed Ali, c'est que sa stratégie, c'était souvent je vais manger 2 coups de poing pour en donner un bon. Ben, ça fait que c'est peut-être pas... J'essayais de faire une métaphore pour genre essayer de comme... Puis finalement, non, c'est vrai que ça me donne juste le Parkinson. Il y a un médecin très célèbre, Mohamed Ali. Lui, il a arrêté d'être... C'est un médecin qui est très... je ne sais pas comment dire ça, mais I tell it what it, il est très volubile puis il dit ce qu'il pense. Ouais. Il a arrêté d'être son médecin parce qu'il n'arrivait pas à toucher son lit. Il y avait beaucoup de difficultés à faire ça. Tu ne peux plus être dans ton coin. Là. Moi, en tant que médecin, je te dis pour arrêter d'aller dans un ring te battre contre des poids lourds. Ouais. Pas capable. Ouais, c'est le côté négatif. Est-ce que c'est pas ma vie, hein? Très différent. C'est très différent de ma vie, hein? Sam, je t'adore. Tu as un podcast qu'on peut écouter qui s'appelle En attendant, qui est disponible partout. Qui est un podcast qui dure 3 minutes. C'est génial. Oui, c'est 3 minutes. Merci d'en parler. Oui, t'es fait. C'est ça, c'est un petit podcast de 3 minutes. Puis c'est vraiment juste des réflexions que je partage. Ça se veut de la comédie, mais c'est pas du stand-up. C'est vraiment juste moi qui parle de quelque chose pendant 3 minutes. Très bien écrit, c'est très drôle. Merci, t'es fin, mon chum. Merci beaucoup. T'es super gentil, merci. C'est vraiment fin, Tom. Merci beaucoup. Sinon, si je te souhaite du bonheur, j'ai hâte de te voir. On va se voir bientôt. Et dès que tu as des spectacles qui recommencent, allez voir Sam. Sam, il est bon. T'es fin. Il est vraiment bon. Merci beaucoup, Tom. C'était le fun de jaser. C'était vraiment fun. Sam. Ciao. Bye, Tom.